Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Dan, comme d'habitude. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, moi ça va très bien et toi ? Bah la forme, hein. Super content de te retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle loi du pouvoir, la loi numéro 31. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est toi qui vas nous lire le principe. Donc, on t'écoute pour ce principe de la loi numéro 31. Offrez le choix, Charybde ou Scylla. Les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime. Elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation alors qu'elle est une marionnette entre vos mains. Proposez des alternatives qui joueront en votre faveur, quelle que soit l'issue. Forcez les gens à faire le choix entre deux mots, servant tous les deux vos desseins. Ils seront pris de quelque côté qu'ils se tournent. Je vais enchaîner du coup avec le respect de la loi numéro 1. Donc il me semble qu'il y a 2 respects sur cette loi. Premier respect de la loi. Le retrait énigmatique d'Ivan le Terrible, conflit et révolution dans la Russie du XVIe siècle. Au début de son règne, le tsar Ivan IV, plus tard connu sous le nom d'Ivan le Terrible, se heurta à une réalité sombre. Le pays avait un besoin désespéré de réforme, mais le souverain manquait du pouvoir nécessaire. Les boïards, l'aristocratie russe, étaient les opposants les plus farouches, terrifiant les paysans. En 1553, Ivan, âgé de 23 ans, tomba malade. En demandant aux boïards de prêter allégeance à son fils, il réalisa son manque de pouvoir sur eux. Après avoir recouvré la santé, il constata que de nombreux boïards conspiraient contre lui. Même son ami proche, le prince Kourbski, se retourna contre lui, partant en Lituanie en 1564. La Russie était vulnérable, menacée à l'ouest par des nobles émigrés, à l'est par les Tartares insaisissables, et à l'intérieur par des troubles fomentés par les boïards. Malgré les défis, Ivan manquait du pouvoir absolu nécessaire. Le 3 décembre 1564, les moscovites furent surpris en voyant Ivan et son entourage quitter la ville sans explication. Installée dans un village au sud de Moscou, la capitale sombra dans la terreur pendant un mois. Le 3 janvier 1565, une lettre d'Ivan expliqua son abdication, provoquant une réaction publique. Les marchands et les étudiants blâmèrent les boïards, envahissant les rues. Une délégation le supplia de revenir, mais Ivan refusa. Il offrit au sujet une alternative, lui accorder les pleins pouvoirs sans les boïards ou trouver un nouveau monarque. Entre guerre civile et despotisme, la société russe, souhaitant un tsar fort, demanda le retour d'Ivan IV à Moscou et la restauration de l'état de droit. En février, Ivan IV retourna à la capitale. Les Russes ne pourraient plus se plaindre qu'il agissait en dictateur, ils lui avaient eux-mêmes accordé ce pouvoir. Interprétation. Ivan le Terrible se trouvait face à un cruel dilemme. Capituler devant les boïards aurait conduit à une destruction certaine, mais la guerre civile aurait apporté une ruine d'un genre différent. Même si Ivan IV était parvenu à gagner cette guerre, le pays aurait été dévasté et ses divisions seraient demeurées plus fortes que jamais. Précédemment, il avait toujours fait preuve d'audace et de pugnacité. Mais ce comportement risquait de se retourner contre lui. Plus il frappait fort contre ses ennemis,
plus leur réaction serait violente. La faiblesse d'une démonstration de force, c'est qu'elle suscite du ressentiment et conduit à une réaction qui finit par détruire l'autorité. Ivan IV, immensément créatif au pouvoir, fit que le seul moyen d'obtenir la victoire consistait à feindre de se retirer. Il ne forçait pas le pays à se plier à sa volonté. Il lui laissait le choix entre abdication et anarchie d'une part, pouvoir absolu de l'autre. Pour renforcer sa position, il fit clairement comprendre qu'il préférait abdiquer. « Prenez-moi au mot et vous verrez ce qui arrivera. » Nul ne le prit au mot. Une simple absence d'1 mois avait donné au pays un aperçu des cauchemars qui suivraient son abdication. Invasion tartare, guerre civile, ruine. D'ailleurs, tout cela eut lieu à la mort d'Ivan IV. Le retrait et l'absence sont des moyens classiques de maîtriser les alternatives. Vous donnez aux gens un aperçu de ce qui va se passer sans vous et vous leur proposez un choix. Soit je me retire et vous en subissez les conséquences, soit je reviens à certaines conditions. Ils choisissent l'option qui vous donne le pouvoir parce que l'alternative est inacceptable. Vous leur forcez la main, mais indirectement, ils semblent avoir le choix. Et chaque fois que les gens ont l'illusion d'avoir le choix, ils tombent facilement dans le panneau. Et en exemple, celui d'un leader actuel confronté à des problèmes de gouvernance déciderait de se retirer temporairement de la capitale nationale pour échapper à des intrigues politiques et à des menaces potentielles. Cette action pourrait susciter l'inquiétude et la confusion parmi la population, tout en générant des réactions diverses allant de la critique à l'appel de son retour. Donc ouais, voilà pour ce premier exemple qui est assez explicite pour le coup là. Bah ouais. On a enchaîné un peu tu sais, sur la loi précédente, on en parlait déjà, il me semble, de Ivan, mais là ça enchaîne un peu donc. On doit suivre une certaine personne qui a un certain charisme et un certain, on va dire, leadership, parce que on n'est pas si on reste tous libres, on est fait pour suivre. On a même dans les films ou dans les séries, tu vois toujours un leader, tu vois, même dans les Avengers, il y a un leader, tu vois, et toujours. Parce qu'après, t'es trop libre et même t'as pas des compétences que lui peut avoir, tu vois. Ouais. Sans ça, bah, t'es foutu. Comme là, tu vois, et ça a fait une guerre civile et le mec, il a prévenu, ouais, bah si je me barre, vous allez voir. Mais ça me rappelle, il y avait une autre loi où il s'était passé un peu la même chose. Je me rappelle plus. Oui, c'était en ça m'a fait Chine. penser à ça aussi. Je me rappelle plus du nom du gars, mais tu sais, il avait un peu. Il était parti de son village où c'était le bordel et il avait remis de l'ordre un peu dans toute la Chine. À un moment donné, on lui avait demandé de tenir le poste de... Alors, c'est pas de roi, mais de tenir le poste de celui qui ferait la loi un peu dans le pays. Et il avait refusé. Pendant longtemps, on lui avait couru après pour qu'il le fasse. Et après, il a dit « Ok, je le fais, mais par contre, vous mettez des murs partout. Vous me parlez pas. je veux plus être en contact avec les gens. Je veux juste être dans ma forteresse. Et je m'occupe et je ferai le taf. Rappelle. Je sais plus c'est caché quelle loi, dans ces trucs. Ouais, on avait vu une loi sur ce sujet et c'est un peu le coup qu'a fait Ivan dans le sens où moi j'appelle ça faire un peu un ultimatum au sens où il y a des ultimatums. Moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie de parfois quand j'ai envie que quelqu'un aille dans un endroit et dans une direction, je lui pose un ultimatum en lui posant le sujet et en lui montrant que moi j'aimerais qu'il aille dans cette direction, alors qu'en vérité, je veux qu'il aille dans l'autre. Et comme je sais ce que lui, il va trouver ça inacceptable que je lui mette un ultimatum, ça va l'énerver. Et du coup, il va choisir un peu sans réfléchir et il va prendre la solution qui sauvegarde au mieux et qui préserve au mieux son ego. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la solution que je voulais qu'il prenne. Et moi, ça va souvent arriver de faire ça, donc ça, c'est pour le coup... sans faire le manipulateur du dimanche. Vas-y, dis-nous. mais ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de coup. Dis-nous un exemple. Donne-nous un exemple de ce que tu as fait, vas-y.
Ça peut être drôle. là où ça m'est déjà arrivé, c'était là où principalement ça m'est arrivé, c'est dans des relations amoureuses où en fait j'avais envie de me tirer, j'avais envie de me barrer et je fomentais Oh, des la violence, histoires. déjà. Oui, mais je fomentais des espèces d'histoires parce que j'avais pas vraiment de vraies excuses pour Pour arrêter la relation. pour arrêter la relation, et donc je balançais des prétextes bizarres en mode soit on fait ça, soit des fois je faisais des trucs, je passais pour un psychopathe je pense, mais genre viens on se voit tel jour, on fait tel truc et tout, et après mais je le proposais en mode à l'arrache d'une manière que la personne ne peut pas accepter. Et dès que la personne me Ah disait ouais, ah le non gros c'est mort, bâtard. j'accepte pas, et ben je disais mais voilà aussi, c'est toi aussi, tu vois, C'est on toi, peut tu veux jamais jamais rien sortir faire là. et tout. Et je commençais à l'enchaîner pour rien, alors que tu vois, Ah, t'es un évidemment tueur. que la personne allait dire non, évidemment, c'était sûr. Mais moi je me suis dit, eh ben voilà, c'est l'occasion ou jamais. Tu dis toujours non, parce que voilà, j'avais stocké d'autres Et, ap- d'autres éléments. et après, Et et après, ça finissait en mode mais vas-y, toi, tu casses les couilles, allez, vas-y, je te quitte. ouais, voilà. Et en mode après, on se quitte fâché et tout, alors que c'était exactement mon plan en fait. C'est exactement ce que je voulais. Et Elle s'est dit, ouais, là, tu dois être pas bien. Au final, il s'en bat ouais, les couilles, là, bon, t'es en peut-être train de qu'au jouer à la final, GameCube. ouais, ouais, c'est ça. Bon, au final, peut-être qu'elle se dit que je suis un psychopathe, hein, je sais pas, mais de toute façon, j'ai quand même atteint mon objectif, donc c'est tout ce qui compte. Mais même au taf, parfois, je sais que je suis avec des gens, parfois dans mon équipe, qui sont un peu butés, et qui veulent. Si je leur présentais une solution de but en blanc que j'avais trouvée par moi-même, ils l'auraient refusé ou ils l'auraient rejeté. Mais le fait de leur présenter parfois des débuts de solutions, des pistes de solutions, en leur disant ah mais tu peux pas m'aider à avancer sur tel sujet et tout. Ah Ouais. j'avais pensé faire ça, mais bon, tu lui montres ton truc et tu dis ouais mais c'est pas ouf, je suis pas trop satisfait et tout. Et après je laisse la personne me faire des suppositions. Ah tu penses pas qu'on devrait faire ci, faire ça? Je lui donne confiance et après la personne elle se dit ah ouais on devrait faire ci, ça et tout. Au final la personne c'est elle-même qui trouve la solution, et comme si ça venait d'elle-même, alors qu'en fait, moi j'avais déjà comme point de départ qu'on reparte de la réunion avec ce truc-là, et au final, on a. En gros, tu l'as bien baisé, quoi. Bah en vrai, j'ai atteint mon objectif, mais Bah oui. ouais, je l'ai pas vraiment. Je l'ai pas vraiment baisé dans le sens où c'est pas ce qu'elle dirait, Bah, et, non, mais... et en plus, ça lui a. Elle serait même en train de dire non, mais c'est moi Ouais. qui ai trouvé. Donc, moi je m'en Alors que fous. c'est Hein. toi qui l'as manipulé, quoi. Ah oui, mais je m'en tape, moi. Tant qu'on a atteint Tant que t'as atteint l'objectif. ton but. mm. Ah non, mais moi, ça me fait penser... je sais pas si c'est un exemple bien aussi, mais je sais que à mon taf, il y avait un endroit où je voulais pas aller. Et quand ils m'étaient là-bas, je revenais avec le sourire en mode tout content. Et en fait, ça les Ouais. faisait chier, donc ils m'envoient plus maintenant. Ah ouais. Parce que justement, ils voulaient m'envoyer là-bas parce qu'ils pensaient que ça allait me faire chier. Bah, ça me faisait chier. Ouais. Mais je revenais avec un sourire pas possible. Je disais, ah, mais c'est ça tue là-bas. Ah ouais. Et depuis ils ont envoyé d'autres mecs. Ah ouais. Ouais, donc tu faisais. Tu montrais pas que ça te faisait chier et tout. Ouais, et, voilà. et du coup. Et après, ça a changé. Ouais. Ça me fait penser ça me fait penser un peu à la loi précédente, je crois, ça. Un peu. Pas montrer que t'en chier, de pas montrer que t'es. Ouais. Pas montrer l'effort. C'était la loi 30, ouais. Ouais, Ouais. parce que ce jour-là, j'avais bien compris ce truc. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais été à un endroit, un service où j'avais kiffé. Et je revenais, j'étais content, ils m'envoyaient plus. Ouais. Donc j'ai compris qu'en fait, un endroit que t'aimes bien, faut pas kiffer. Et l'endroit que t'aimes pas, eh ben, il faut kiffer. Ah ouais, faut C'est renverser complètement en fait. con le truc, mais bon. Ouais, souvent au taf, de toute façon, ils veulent avoir le contrôle parfois juste pour Bah ouais, non, mais laisse contrôler, tomber. quoi. Enfin. Bon, est-ce qu'on Donc, passerait pas au deuxième exemple du bah respect si, de la vas-y. loi? Yes. Et ça parle de Ninon de l'Enclos, il me semble. Ninon de l'Enclos, artiste de l'amour, joueuse d'intrigues dans la France du XVIIe siècle. La courtisane Anne L'Enclos, connue sous le nom de Ninon de l'Enclos, menait une vie captivante. Ses amants, tous issus de familles princières ou aristocratiques,
la gratifiaient généreusement, la divertissaient par leur esprit et leur intelligence, comblaient ses sens exigeants et la traitaient quasiment comme leur égale. Cette existence lui semblait infiniment préférable au mariage. En 1643, la mère de Ninon décéda subitement, la laissant à 23 ans seule au monde, sans famille ou soutien. Prise de panique, elle se retira dans un couvent, abandonnant ses illustres amants. Un an plus tard, elle quitta la retraite et partit pour Lyon. Lorsqu'elle réapparut à Paris en 1648, ses prétendants affluèrent davantage qu'auparavant, reconnaissant en elle la courtisane la plus brillante de son époque et ayant ressenti son absence. Ninon instaura une nouvelle règle du jeu. Les nobles pouvaient continuer à payer pour ses services, mais c'était désormais elle qui fixait les rendez-vous selon son bon vouloir. Ils pouvaient acheter une opportunité, mais elle seule décidait de la fréquence des rencontres. Ceux qui ne voulaient pas être payeurs pouvaient rejoindre les martyrs, ceux qui la visitaient pour son amitié, son esprit caustique, son talent de luthiste et la compagnie des grands esprits de l'époque fréquentant son salon tels que Molière, La Rochefoucauld et Saint-Évremont. Les martyrs avaient un espoir, car elle sélectionnait régulièrement parmi eux un favori, devenant son amant sans frais, s'abandonnant complètement pour la durée qu'elle désirait. Un payeur ne pouvait devenir favori, mais un martyr n'avait aucune garantie d'atteindre ce statut, malgré un espoir toujours présent. Lorsque cette structure fut révélée dans la société française, Ninon suscita une hostilité déclarée. Son comportement, en opposition aux autres courtisanes, scandalisa la reine-mère et sa cour. Mais cela ne découragea pas les prétendants, au contraire. Être un payeur était considéré comme un honneur, contribuant à maintenir le train de vie de Ninon et son salon prestigieux. Les martyrs, qui appréciaient sa compagnie sans avoir à débourser, étaient plus enviables encore, car ils espéraient devenir un jour favoris. Cette éventualité attira de nombreux jeunes aristocrates, attisant le désir chez les hommes mariés et célibataires, de tout âge, qui rejoignirent son réseau, choisissant l'une des deux options qui les satisfaisaient toutes deux. Interprétation. La vie d'une courtisane impliquait un pouvoir certes refusé à une femme mariée, mais comportait aussi les dangers évidents. L'homme qui paie les services d'une courtisane, par définition, en est le maître. Il décide quand il la prend et quand il la quitte. L'âge venant, le choix de la courtisane s'amenuise et de moins en moins d'hommes jettent leur dévolu sur elle. Pour éviter de finir pauvre, elle doit faire fortune jeune. La légendaire avidité de la courtisane reflète une loi de la nature, mais la rend moins attrayante. L'illusion d'être désirée est importante pour les hommes, qui, face à une partenaire trop vénale, perdent souvent leurs moyens. Ninon de l'Enclos avait horreur de la dépendance, quelle qu'elle fût. Elle avait goûté très tôt à une sorte de statut d'égalité avec ses amants, et ne désagréable. Curieusement, celui qu'elle mit en place semblait satisfaire ses soupirants autant qu'elle. Les payeurs déliaient les cordons de leur bourse, mais le fait que Ninon ne dormirait avec eux que lorsqu'elle le souhaiterait leur donnait un frisson de plaisir qu'ils ne ressentaient auprès de nulle autre courtisane. Elle s'abandonnait à son propre désir. Les martyrs, en évitant le désagrément d'avoir à payer, avaient un sentiment de supériorité. En tant que membre de son fan-club, il pouvait aussi espérer expérimenter le plaisir ultime d'être un jour favori. Enfin, Ninon n'obligeait pas ses soupirants à entrer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ils pouvaient choisir celle qu'ils préféraient. Cette apparente liberté flattait leur vanité masculine. Tel est le pouvoir que l'on obtient en donnant aux gens un choix, ou plutôt l'illusion d'un choix, car ils ne font que jouer avec les cartes qu'on leur a distribuées. Tandis que les alternatives proposées par Ivan le Terrible impliquaient un certain risque, une des options le conduisait à perdre le pouvoir. Ninon, elle,
créa une situation dans laquelle tout contribuait à son plaisir. Des payeurs, elle recevait l'argent dont elle avait besoin pour tenir son salon. Des martyrs, elle obtenait le pouvoir ultime, s'entourer d'un essaim d'admirateurs, un harem au sein duquel elle choisissait ses amants. Le système, cependant, dépendait d'un facteur essentiel, la possibilité, même lointaine, pour un martyr de devenir favori. L'illusion que la richesse, la gloire et le plaisir des sens puissent un jour échoir à votre victime est un attrait irrésistible qui mérite de figurer dans la liste des choix que vous leur proposez. Ce bien moins pouvoir fait accepter les situations les plus ridicules parce qu'il entretient un rêve. L'illusion d'un choix alliée à la possibilité d'une bonne fortune attirera dans vos filets de soie le crédule et le plus entêté. Elle a dit maintenant, c'est selon mes règles. Vous allez payer, mais pas pour m'avoir dans votre pieu, pour avoir une opportunité de m'avoir. C'est fort hein, quand même. C'est le mode, c'est tirage au sort le truc. C'est moi qui décide, vous postulez et moi je décide. Elle a un peu inversé le prisme, parce que quand même les courtisanes c'est un peu des. Enfin, je sais pas si c'est les. Il me semblait que c'était un peu l'équivalent des filles de joie de l'époque. Ah si, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on les appelait, ouais. Donc je me dis, ouais, elle a pas mal renversé la situation. C'est comme si les mecs qui voulaient payer pour passer une nuit avec elle étaient devenus des gros simps là qui veulent tous dire ça, en plus, lui courir après. Et ouais, c'est marrant quand même. Mais son nom me disait quelque chose, mais en fait c'est la. Tu sais, c'est la. Ouais, c'est la meuf dans la loi 3. La loi numéro 3, ouais. Qui forme le marquis de Sévigné. Ouais, pour les à trucs draguer avec la meuf, là. et au final, il fait tout capoter là. Ouais. Ouais, non, mais le truc le plus fou, c'est que moi, ça me fait penser aux hommes d'aujourd'hui avec OnlyFans et tout. Tu sais, qui payent pour voir plus. Ouais, si tu payes, t'auras une photo de moi à poil. Si tu payes pas, bah, tu me verras juste en soutif. Ouais. Mais là, ils ont. Encore, là, dans l'histoire, il y en a un qui va avoir la chance d'être choisi, tu vois. Mais ouais, ça, c'est un délire comme c'est que des douilles. C'est un autre level. C'est en mode. Non, moi, je prends juste des photos. Je vous envoie des photos Yep et tout. Et vous, vous payez un abonnement, l'équivalent d'un abonnement Netflix pour ça. Pour savoir ça toutes les. Et imagine, si tu prends Macron, il dit ouais, ah, vous voulez plus de moi, je me casse. Et s'il revient, tu crois qu'on lui dit ouais, t'es revenu, on est trop content. Bon, on mettra quelqu'un d'autre à sa place. Hein. De toute façon, s'il se tire, il va être remplacé en 2 secondes. Hein. Ah bah, ça serait mieux peut-être. Ah bah, je sais pas. Ce serait mieux ou pire, je sais pas, mais vu ce qui se profile de toute façon, prochaines élections, ça n'augure rien de bon, j'ai envie de te dire. Bah ouais. C'est clair. Alors, les clés du pouvoir, partie 1. Les clés du pouvoir, on a, sur la partie 1, on a, un peu comme on l'a eu dans d'autres lois précédemment, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette configuration, mais il y a plusieurs, un peu condensés de sous-clés du pouvoir qui gravitent autour de ce passage. Et donc, on va commencer par l'introduction, et puis ensuite, on va dérouler chacun notre tour les différentes clés. Alors, les mots liberté, option et choix évoquent un pouvoir au-delà de leur réalité. Car quand on examine les choix que l'on a dans la vie de tous les jours, aux élections et au travail, on les trouve plutôt réduits. C'est A ou B, point barre. Pourtant, tant que persiste la moindre illusion de liberté, on oublie que le domaine où elle s'exerce est minuscule. On choisit de croire que le jeu est juste et qu'on est libre. On préfère éviter de sonder la vraie profondeur de cette liberté. Cette résistance à admettre l'exiguïté de ses choix tient au fait que trop de liberté fait peur. L'expression « option limitée » fait rêver. Mais de là à en bénéficier vraiment, il y a un pas qui en paralyse beaucoup. Notre choix limité est bien plus rassurant. C'est pourquoi quelqu'un d'intelligent et de rusé a d'énormes atouts pour mener à bien sa supercherie.
Ceux qui ont à choisir entre différentes options ne voient pas qu'ils sont manipulés, voire trompés. Ils ne voient pas qu'on leur accorde un espace de liberté ridicule en échange d'une règle de jeu léonine. Pensez à inclure cette tactique de contrôle dans toutes vos manipulations. Comme dit le proverbe, si vous faites en sorte que l'oiseau entre de lui-même dans la cage, il n'en chantera que mieux. En voici les formes les plus courantes. Tactique de contrôle numéro 1. Fausser les choix. C'était la technique favorite d'Henry Kissinger. En tant que secrétaire d'État du président Richard Nixon, Kissinger se considérait comme mieux informé que son patron. Il était convaincu que, dans la plupart des situations, il était capable de prendre la meilleure décision tout seul. Mais s'il avait tenté d'influencer ainsi la politique américaine, le président se serait vexé, ou peut-être même mis en colère car il manquait notoirement de confiance en lui. Aussi, Kissinger proposait-il 3 ou 4 solutions pour chaque cas. En présentant celle qu'il préférait de façon à ce qu'elle apparaisse comme la meilleure, Nixon tombait à tout coup dans le panneau, sans se douter que Kissinger le menait par le bout du nez. C'est un excellent procédé à utiliser avec un maître peu sûr de soi. Mais c'est exactement ce que tu as décrit, que tu as fait tout à l'heure, avec ta réunion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est t'es ça. trop puissant. Ça, c'est la base de faire ça. C'est quand moi t'es trop fort. Bah ouais. Tu rentres dans la réunion, tu leur mets des choix de merde et dans les choix de merde, il y a le plus choix encore plus merdique et tu dis vas-y, c'est celui-là. Ah ouais, en fait, tant qu'ils choisissent ce que je veux et qu'ils pensent que ça vient d'eux, ben c'est pas une mauvaise, c'est une bonne chose. Comme ça, C'est trop puissant. c'est tout ce qui compte. Alors, deuxième tactique, forcer le récalcitrant. Une des grandes causes d'échec du docteur Milton H. Erickson, pionnier de la thérapie par hypnose dans les années 50, était la rechute. L'état de ces patients s'améliorait très vite, mais leur réaction immédiate au traitement masquait une profonde résistance. Ils rechutaient bientôt et retombaient dans leurs anciennes habitudes, incriminaient le thérapeute et cessaient de venir le voir. Pour éviter cet inconvénient, Erickson commença à ordonner à certains de ses patients d'avoir une rechute, de se sentir aussi mal qu'à leur première visite et de recommencer le traitement à zéro. Face à cette option, les patients choisissaient habituellement d'éviter la rechute, ce qui, bien sûr, était le but recherché. C'est une bonne technique à utiliser avec les enfants ou les récalcitrants qui font preuve d'esprit de contradiction. Amenez-les là où vous voulez en leur donnant l'ordre inverse. Ouais, bah ça, avec les meufs, ça, c'est la base. Ça, c'est trop puissant. Non, tu devrais pas me fréquenter. Je suis pas un mec pour toi. Non, mais si, je veux. Ouais, c'est ça. C'est la base. Est-ce que les meufs sont des enfants ou des récalcitrants? Je sais pas. Je laisse aux auditeurs le libre choix de faire leur conclusion. Elles sont là avec ouais, moi, je veux l'homme gentil, un prince charmant, mais au final, elle veut un mec qui leur met des fessées, quoi. Ah, ça C'est la qui l'a dit. violence. Mais ça. Ah là là. Le matin. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Je me désolidarise totalement. Je suis désolé. Tactique numéro 3. Modifier le cadre d'action. Dans les années 1860, John D. Rockefeller voulut prendre le contrôle de toutes les compagnies pétrolières des États-Unis. S'il avait essayé de les racheter, elles auraient compris son objectif et l'auraient combattu. Au lieu de cela, il prit secrètement le contrôle des compagnies de chemin de fer qui transportaient le pétrole. Quand, par la suite, il tentait de racheter une compagnie pétrolière et rencontrait de la résistance, il lui rappelait qu'elle dépendait de lui pour le transport. Rockefeller pouvait lui refuser de transporter son pétrole ou augmenter les tarifs jusqu'à la ruiner. Rockefeller avait modifié le cadre de son action. Les petits producteurs n'avaient d'autre choix que celui qu'il leur laissait. Dans cette tactique, vos adversaires savent que vous leur forcez la main, mais cela importe peu. Cette technique est efficace avec les résistants à tout craint. Il peut voir que tu lui forces la main, mais il est obligé parce que sinon, en fait, il n'a pas le choix, en fait.
Ouais, c'est ça. Là, dans le truc, il avait aucun choix. Tu veux pas me la vendre? Ah ouais, ok, bah, tu peux plus travailler parce que c'est moi qui les transporte. Donc, si je veux, je nique ton usine. Ouais. Ouais, au final, il peut rien faire de toute façon. Donc, quatrième tactique, réduisez les choix. Au XIXe siècle, le marchand d'art Ambroise Vollard utilisait cette technique à la perfection. Des clients venaient dans sa boutique voir des Cézanne. Il leur montrait 2 ou 3 tableaux, sans citer de prix, et se désintéressait d'eux. Les visiteurs repartaient sans avoir pris de décision. Ils revenaient habituellement le lendemain pour revoir les peintures. Mais cette fois, Vollard sortait des œuvres de moindre intérêt, feignant de croire que c'étaient les mêmes. Déconcertés, les clients regardaient, partaient pour réfléchir et revenaient de nouveau. Vollard leur brandissait alors des croûtes à peine vendables. Finalement, les clients comprenaient qu'il valait mieux saisir la première offre, car le lendemain, ce serait quelque chose de pire, et peut-être même encore plus cher. Une variante de cette technique consiste à augmenter le prix à chaque nouvelle visite de l'acheteur potentiel. C'est une excellente astuce pour négocier avec des indécis chroniques, afin de leur faire comprendre à leurs dépens qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Oh, mais ça, c'est Ça, trop puissant, ça. Ouais, ça marche vraiment ça en plus. Mais c'est un délire. Je me rappelle à un moment donné, je bossais, je vendais des trucs dans une boutique high-tech, là, des PC et tout, et Ouais. c'était que ça. C'était ah non, mais si vous revenez demain, ma petite dame, le prix, la promo, elle sera terminée. Donc c'était en mode, on mettait pas à quel moment se termine la promo, et du coup les gens demandaient ah ouais, je vais réfléchir, elle se termine quand la promo? Et nous on disait on faisait semblant de regarder sur le PC, ah ça se finit ce soir, et il en reste 2, il reste 2 pièces. Et la promo Putain, se les finit ce soir. manipulateurs. Alors qu'en fait c'est faux, il y en a au moins 50 en stock. On s'en balèque. Et la promo, elle est là toute l'année. Ouais, c'est exactement. Putain. Et ils sont ah bah c'est une bonne affaire, hein. Il faut qu'on y aille, hein. Ouais, tu sais, moi, Et- ça me fait penser aussi que, comme avec les prix barrés là, que tu vois souvent sur les sites et tout, qui ne disent pas que Ouais. c'est le prix d'origine, tu vois, de base, qu'ils ont mis. Ah ouais, c'est trop ça, hein. Moi souvent je traîne sur Deal Labs et je vois des produits qui reviennent, ils sont tout le temps en promo, mais genre ils partent jamais, on dirait. Et tout le monde est là en mode ouais, c'est un bon deal les gars, vous trouvez pas? Et tout le monde lui tombe dessus en mode ça fait au moins 6 mois que ce deal il retombe je sais pas tous les mois, tu vois. Ouais, Tous c'est les qu'il y a 2 un mois, il est problème. reproposé, il revient, ils essayent de le refourguer à tout prix, Putain, mais c'est c'est pas un du tout truc une de ouf. promo en fait. Mais ça marche bien. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Mais en fait, c'est le truc que t'as dit, tu sais, t'es tellement indécis, en fait, tu leur mets un coup de pression direct. Ouais, mais la promo, elle se Ouais. finit ce soir, donc si tu reviens demain, c'est mort, en fait. Et là, le Ouais, mec, il c'est se dit, ça. oh Et au putain, c'est final, la merde. bah ouais, mais au final, c'est bien parce qu'ils auraient pas acheté sinon. Bah ouais. Ils auraient bégayé, ils seraient revenus mieux. Et puis moi, j'avais besoin de mettre dans mon reporting que j'ai fait la vente. Après, c'est le Donc, taf, hein. Tu sais, ça n'a pas donc forcé, voilà. hein. Non, non, ils l'ont Ils décidé ont fait le eux-mêmes, hein. choix que t'as voulu. Ils ont décidé par eux-mêmes, hein. Moi, je leur ai pas dit d'acheter, hein. Bah non. C'est juste un coup de pression sur le gars. Ah, bah, en fait, bah, tout est une question d'émotion, encore une fois, hein. Tu les as fait, t'as guidé leur émotion et boum. Ouais. Alors, tactique numéro 5. Pousser le faible dans le précipice. Le faible est facile à manipuler par la méthode des choix limités. Ainsi, le cardinal de Retz était le conseiller officieux d'un indécis chronique, le duc d'Orléans. Il lui fallait constamment se battre pour pousser le duc à l'action. Celui-ci hésitait, tergiversant jusqu'au dernier moment, au désespoir de son entourage. Mais le cardinal découvrit un moyen de le manipuler. Il lui décrivait toutes sortes de dangers cauchemardesques jusqu'à ce que le duc se voit cerné par l'abîme dans toutes les directions sauf une, celle que le cardinal de Retz voulait lui voir prendre. Cette tactique est analogue à celle qui consiste à fausser les choix. Mais, avec les faibles, il faut se montrer plus directif,
Visez l'émotionnel. Utilisez la crainte et même la terreur pour les pousser à l'action. Si vous essayez de les raisonner, ils trouveront toujours un prétexte dilatoire. C'est violent quand même. Ouais. En gros, ouais, si tu fais pas ça là, demain tu auras ça, ou si tu le fais pas, tu vas avoir ça, oh, je sais pas, tu vas attraper un truc, tu vas te casser la jambe, je sais pas, tu vas te faire bouffer la jambe par un requin, j'en sais rien, c'est des trucs de Ouais, con c'est là. ça. Ouais, c'est des Si tu des te mets- techniques qui sont... T'as peur de nager? Eh bah vas-y, viens, on y va, parce que sinon, imaginons il y a un tsunami là, en plus tu sais pas nager, t'es dans la merde. Ouais, toutes sortes de menaces et tout, mais ça marche souvent. C'est Ah ça oui, le mais pire. ça marche très bien. Hein. Ouais. Tu sais pas te défendre, t'as peur de battre, vas-y, viens, mets-toi à la boxe, parce que sinon... Ah oui, mais si tu te mets à la boxe, en France, pour te défendre, mon gars, c'est toi qui es niqué. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon. Ouais. Vas-y, envoie la 6. Alors, compromettez vos alliés. Voilà une technique éprouvée de l'escroquerie. Vous attirez vos victimes dans un projet criminel qui vous lie dans le secret. Ils participent de votre scélératesse, commettent un crime, ou en tout cas en sont persuadés, voir l'histoire de Sam Gisley dans la loi 3, et vous les faites chanter. Serge Stavinsky, escroc de haut vol des années 1920, embrouilla tellement le gouvernement par ses arnaques et ses escroqueries que l'État n'osa le poursuivre et choisit de passer l'éponge. Il est souvent avisé d'impliquer dans vos embrouilles la personne qui pourrait vous causer le plus de tort si vous échouez. Son implication peut se réduire à peu de choses, mais la moindre menace de délation garantira son silence. Ah, celle-là, elle est trop forte, ça. Ouais, ça c'est une stratégie bien politique, mais Ah ouais, ça, c'est trop puissant. ça arrive souvent, hein, notamment tout ce qui se passe au niveau gouvernement, les 3/4 des actus, c'est des trucs, c'est des magouilles comme ça, tu vois, c'est des trucs... tout le monde est impliqué dans la magouille, mais donc tout le monde se tait, tout le monde fait semblant. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les trucs dans les films, tu vois, dans les trucs de gang et tout, où les trafiquants, genre, ah ouais, tu veux te ranger, mais oublie pas que t'as fait ça, ça, ça. Donc si un jour si un jour je tombe, tu tombes avec moi. Ouais, c'est ça. Des trucs comme ça à peu près. C'est vraiment ça. Tactique numéro 7, offrez un dilemme. Cette idée fut mise en application par le général William Sherman au cours de sa traversée de la Géorgie pendant la guerre de sécession. Les confédérés savaient dans quelle direction Sherman faisait mouvement, mais ils ignoraient complètement s'il attaquait par la gauche ou par la droite, car il avait divisé son armée en deux ailes. Si les rebelles se retiraient d'un côté, ils rencontraient l'ennemi de l'autre. C'est une technique familière des avocats au tribunal. L'avocat conduit les témoins à choisir entre deux explications possibles d'un événement, qui toutes les deux mettent en évidence des failles dans leur version des faits. Les témoins doivent répondre aux questions de l'avocat et, quoi qu'ils disent, ils se grillent. L'élément clé de cette tactique est la surprise. Ne laissez pas à la victime le temps de réfléchir à une esquive. En louvoyant entre Charybde et Scylla, ils creusent leur tombe. Ça, c'est une sale technique aussi. Ça fait mal. Là, mais ça, faut être quand même beau en rhétorique pour le faire. Ah, c'est pour ça que tu parles d'avocat. Ouais, c'est le fameux... Alors, ouais, quand ils prennent quelqu'un, ils disent « Alors, vous voulez dire qu'il s'est passé ça, 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 ça ou bien alors il s'est passé ça, ou ça, et ça ?» Et en fait, les deux versions, elles sont pourries. Ouais. et s'il fait l'erreur d'en choisir une, de toute façon, il est baisé, parce que les deux sont fausses, en fait. Ah, ça, c'est une bonne dur. technique, ça. Parce qu'en plus, t'es pris dans le choix, tu vois, et tu te dis pas... t'as pas le temps de réfléchir et de dire « Ah ben non, mais attends, il y a une troisième choix, ça s'est passé comme ça. » T'es tellement pris dans le truc, tu vois, tu te dis... les deux, c'est merdique, mais t'as toujours une qui est plus merdique que l'autre. Donc tu choisis celle qui est moins merdique par rapport à l'autre. Ouais. Et dans tous les cas, t'es baisé, quoi. Ah bah c'est d'où l'expression et d'où le nom de la loi. Hein. C'est ça, c'est vraiment... c'est choisir la peste ou le choléra, c'est vraiment ça. Ah ouais. Les deux sont pourris, de toute façon. Donc,
J'aime bien moi ce genre de loi parce qu'on voit on a des exemples concrets et tout, c'est des Ouais, non, applications. c'est stylé. C'est un Et peu en comme plus, la... on voit que tu en as beaucoup utilisé. Ah. Oui, bah un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire, hein. De toute façon, c'est un peu comme tout le monde, hein. Tout le monde le fait un peu, d'une manière ou d'une Bah, de toute autre. façon, Un peu tous humains, quoi. bah ouais. Voilà. Ouais, donc voilà, tu confirmes aussi, tu assumes aussi. Ah non, je parlais pas de moi. Tu le fais. Ah, bah, je Non, sais je pas, rigole, je rigole. t'as dit tout le monde, donc je me suis dit, ah, tout le monde, c'est un peu moi, un Non, mais peu de toute façon, toi, quand je un dis tout peu le ceux monde, qui nous c'est. écoutent, un peu tout le monde. Quand je Voilà. dis, quand je dis tout le monde, c'est partout, tu vois. C'est genre, bah, comme les vendeurs, dans le marketing, dans la politique, partout en fait. Mais même dans ta famille, tu peux te faire niquer par ces trucs-là. Ah ouais, c'est ça. Mais partout où il y a de la politique, de toute façon, ça peut arriver, hein. Bah oui. Alors, puis on va enchaîner avec la partie 2 des Vas-y. clés du pouvoir. Comprenez ceci. Dans vos luttes contre vos rivaux, il sera souvent nécessaire de leur faire du tort. Et si vous apparaissez clairement comme l'auteur de leurs maux, attendez-vous à une contre-attaque, voire à une revanche. Si cependant, ils ont l'impression d'être eux-mêmes responsables de leur infortune, ils se soumettront. Quand Ivan le Terrible quitta Moscou pour sa retraite, les citoyens qui le prièrent de revenir acceptèrent son exigence de pouvoir absolu. Pendant les années qui suivirent, ils éprouvèrent moins de ressentiment pour la terreur qu'il déchaîna dans tout le pays. Après tout, c'était eux-mêmes qui lui avaient accordé son pouvoir. C'est pourquoi il est toujours bon de donner à vos victimes le choix du poison et de présenter votre alternative de la manière la plus subtile possible. Image, les cornes du taureau. Le taureau vous accule entre ses cornes. Non pas une seule corne qui vous laisserait une échappatoire, mais la paire qui vous immobilise. Que vous vous tourniez à droite ou à gauche, vous êtes coincé. Autorité. En effet, les blessures que l'homme se fait spontanément et de propos délibérés sont bien moins douloureuses que les mots qui lui viennent d'une main étrangère. Nicolas Machiavel, Le Prince, traduit par Jean-Vincent Périès. Donc là, ouais, on est un peu dans la continuité, hein, de ce qu'on Ouais. disait. Donc c'est-à-dire que avec l'exemple de Ivan le Terrible. De toute façon, on voit dans l'autorité l'exemple même. Moi, ça me fait penser à genre, tu sais, quand il dit que l'homme se fait spontanément et de propos délibérés sont bien moins douloureuses parce que ça vient de lui-même. C'est comme si genre il fait une connerie, il l'assume, ça lui fait moins mal que si il va faire un truc et que c'est quelqu'un qui va le balance, tu vois. C'est Ouais. quelqu'un qui dit ouais, c'est lui, alors que c'est un inconnu, tu vois, tu l'as jamais vu, il te balance direct. Putain, quand ça te fait mal, ça te fait chier. Tu viens, tu l'assumes, bah ça te fait beaucoup moins mal, ça te fait même du bien de le dire en fait. Ouais, ça sauvegarde un peu plus ton honneur, quoi, Ouais. un peu plus ta fierté, quoi. Et dans le à contrario, pour conclure cette grande loi, la maîtrise des alternatives a un but principal: dissimuler que vous êtes l'agent du pouvoir et de la punition. La tactique marche mieux pour ceux dont le pouvoir est fragile et qui ne peuvent agir trop ouvertement sans encourir suspicion, ressentiment et colère. De toute façon, en règle générale, il est rarement avisé de paraître exercer le pouvoir directement par la force. Quelle que soit votre puissance et votre assurance, il est habituellement plus élégant et efficace de donner l'illusion d'un choix. D'un autre côté, en limitant les alternatives des autres, vous limitez parfois les vôtres. Il est des situations dans lesquelles vous auriez davantage à accorder à vos rivaux une grande liberté, tandis que vous les regardez agir, vous vous donnez de grandes occasions d'espionner, de réunir des informations et de planifier vos supercheries. Le banquier James Rothschild appréciait cette méthode. Pour lui, s'il essayait de contrôler les actions de ses adversaires, il perdait l'occasion d'observer leur stratégie et de mettre au point un plan plus efficace. Plus il leur accordait de liberté à court terme, plus
il avait de prise sur eux à long terme. Voilà pour le à contrario. Bon, en tout cas, c'est une loi qui, moi, j'ai trouvé assez stylée. Ouais. C'est des cas pratiques pour moi, avec des techniques pratiques. Ouais, bah Donc, c'est ça. après, c'est toujours pareil. Hein, est-ce que tu les appliques ou est-ce que tu fais ça tu les apprends pour mieux t'en protéger. Ouais. Donc, ça, on vous laisse un peu en décider dans vos vies et dans votre propre Ouais, situation. faites le bon choix. En tout cas, je sais pas toi, mais moi je pense qu'on a un peu fait le tour de la loi, vu qu'on a été jusqu'à contrario, on a tout dit. Ouais. Ouais, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à nous donner une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous. Salut à tous.